J'ai le plaisir de vous accueillir ce soir. Je m'appelle Claire Charmet. Je suis obligée de regarder mes notes, ce qui nécessite vraiment ma présence à cette conférence pour vous dire mon nom. Je suis directrice du site de l'hôpital de la Chaux-de-Fonds et présidente du collège des directions du réseau hospitalier de Châtellerault. Je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui pour cette conférence de jeudi qu'on est heureux de reprendre après une période de pause puis des redémarrages plus ou moins possibles. La conférence de ce soir est... Vous nous entendez? Non, on entend très bien. Plus fort. Voilà. Je recommence du début ou c'est bon? Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Donc la conférence de ce soir est consacrée au cerveau, cet organe qui est à la fois le siège de notre conscience, de notre mémoire, du langage, de la lecture, mais aussi de notre créativité, qui est le centre de contrôle moteur, tous nos mouvements, nos émotions, nos prises de décision, nos capacités d'arbitrage, nos interactions sociales et environnementales. Le cerveau interprète en continu les stimuli externes et internes, il agrège les connaissances et les connaissances pour nous permettre une adaptation permanente. Il recèle encore de tant de mystères quant à son fonctionnement, ses capacités, ses stratégies d'adaptation, son développement dans un cadre normal ou dans un cadre pathologique que la recherche, qui est pourtant intense et active sur le sujet, est loin d'avoir encore répondu à toutes les questions. Donc ce soir, nous nous poserons un certain nombre de questions. Que se passe-t-il quand le cerveau dysfonctionne en raison d'une maladie ou tout simplement en raison de l'âge? Est-ce que c'est si grave d'oublier? Comment le cerveau s'adapte-t-il suite à une atteinte physiologique? Comment les patients récupèrent après une lésion cérébrale? Nos intervenants de ce soir travaillent tous les trois au sein du service de neuropsychologie du RHNE et répondront à ces questions. Vous entendrez Monsieur le Docteur Vincent Verdon, spécialiste en neuropsychologie, Madame Delphine Frochot, spécialiste en neuropsychologie, Madame Alexia Kandal-Jucher, neuropsychologue et logopédiste. Et au terme de leur présentation, nous ouvrirons comme habituellement le débat. Vous pourrez poser vos questions et ils y répondront bien volontiers dans la mesure où la science nous permet d'y répondre à ce stade de nos connaissances. Il n'y aura en revanche et malheureusement pas d'apéritif ce soir puisque les mesures Covid continuent de s'appliquer et nous espérons pouvoir réouvrir cette possibilité dès le mois prochain, si tant est que la situation continue de s'améliorer. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous remercie d'être là. Et je cède la parole à nos intervenants. On avait le droit d'enlever le masque, se présenter, je vais en profiter. Bonsoir tout le monde, merci à Madame Charmet pour cette introduction. Je suis donc Vincent Verdon, ça a été dit, je suis le responsable du service de neuropsychologie et logopédie. Et comme vous le voyez ici, je suis de loin pas tout seul dans ce service, et il ne pourrait pas tourner sans toute une équipe derrière, on est une vingtaine. Évidemment tout le monde n'est pas là, il y a des personnes dans la salle, il y a deux personnes de mon équipe qui vont intervenir après. Et puis comme vous le voyez aussi ici, on a voulu aussi faire intervenir des patients qui ont accepté de faire un témoignage, parce qu'on va vous parler de la neuropsychologie et de l'orthopédie du cerveau, de ce qu'on fait comme travail, mais d'avoir aussi le témoignage de gens qui ont été concernés par ces problématiques nous paraissait vraiment important. Alors le programme de la conférence qui reprend en fait la trame du résumé que vous avez pu découvrir sur l'annonce de la conférence. Moi je prendrai la première partie pour vous dire qu'est-ce que la neuropsychologie, c'est de vous expliquer les bases de cette discipline, d'essayer de mieux la comprendre, pour mieux comprendre ce qu'on fait, comment le cerveau dicte nos vies quotidiennes, qui est le titre de cette conférence, et puis ensuite je laisserai ma parole à mes collègues pour vous parler plus d'une problématique qui touche l'hémisphère gauche, et puis un autre collègue qui va plus vous parler d'une problématique qui touche l'hémisphère droit. Et évidemment, on a laissé la part belle en temps pour des questions après les témoignages et après la fin de la présentation. Je me permets de revenir dès le départ sur le titre, parce que le titre pourrait être un peu provocateur. Comment le cerveau dicte nos vies quotidiennes, il y a un côté un peu dictateur, hein, comme son nom l'indique. En fait, le titre, il est volontairement choisi tel quel, parce que dicte, c'est dictateur, mais dicte, c'est aussi la dictée.
et ça touche plus au langage et à la logopédie, et ça permettait aussi d'inclure le fait que voilà, la neuropsychologie sans la logopédie, et c'est pour ça qu'on est un service de neuropsychologie-logopédie, serait rien. Les logopédistes sont vraiment spécialisés dans le langage, et pas seulement, mais ma collègue en parlera mieux après. Voilà. Donc, la définition, alors on ne va pas rentrer en long et en large dans des grandes définitions, ce n'est pas le but, ce n'est pas un cours de neuropsychologie, c'est vraiment une introduction pour comprendre un peu ce qu'on fait. On peut avoir deux approches en neuropsychologie, soit on va partir d'un patient qui a une lésion cérébrale et on va essayer de faire des hypothèses et de tester ses fonctions cérébrales, ou alors on va avoir un patient qui a des plaintes, il oublie, il a des problèmes à parler, etc. Et on va faire une hypothèse sur une éventuelle lésion ou un dysfonctionnement cérébral. Et puis ensuite, on va aller le tester avec nos tests dont je parlerai après. Donc il y a une première approche qui est j'ai des résultats ou j'ai des plaintes. Ici, je vous ai représenté par exemple quelqu'un qui a particulièrement des problèmes de mémoire, hein, le tout petit trait en rouge. Et puis à partir de ces plaintes-là, on va faire des hypothèses sur le fait que probablement ce patient a un dysfonctionnement ou une lésion à ce niveau-là du cerveau, qui est la zone de la mémoire, le fameux hippocampe que peut-être vous connaissez déjà, sur lequel on reviendra après. Et puis l'autre approche, dans l'autre sens, c'est ce patient a une lésion, ça c'est ce qu'on voit quotidiennement à l'hôpital, hein, un patient fait par exemple une attaque cérébrale, il a une lésion à tel endroit du cerveau, et ben, en allant le voir, on va déjà faire une hypothèse sur ce qu'on va observer ou non, c'est-à-dire le profil qu'on attend par rapport à la lésion que le patient présente. Donc il y a vraiment ces deux types d'approches, et vous voyez que dans un sens comme dans l'autre, on est censé arriver au même résultat si on a bien fait notre travail. Donc soit on parle de ses plaintes, on parle des manifestations, des problématiques du patient, soit on parle de sa lésion ou de son dysfonctionnement cérébral, et puis dans les deux cas, on essaye d'avoir une image globale du patient, de son fonctionnement, pas seulement de ce qui est atteint, exemple de la mémoire ici, mais aussi de ce qui est préservé, qui vont aussi représenter des ressources pour la suite de la prise en charge. Bon, une manière de définir, de manière très visuelle notre discipline, donc la neuropsychologie est une discipline non médicale, mais qui travaille très fortement avec le monde médical, et particulièrement le monde psychique, la psychiatrie, et le monde somatique, la neurologie. Ici au RHNE, notre équipe dépend du service de neurologie, donc on a vraiment des liens forts avec cette discipline dans un hôpital somatique, et bien sûr si on travaillait au CNP, on aurait des liens beaucoup plus forts avec les psychiatres. Donc vous voyez ici, j'essaie de représenter un équilibre parfaitement stable, qui est en fait jamais complètement stable, mais on n'intervient pas seulement si quelqu'un a une lésion avérée qu'on va voir à l'imagerie, on peut intervenir quand quelqu'un a un dysfonctionnement cérébral qui ne se verra pas forcément. Dans les pathologies psychiatriques, c'est clairement le cas. Ça peut être aussi dans des pathologies développementales, où l'imagerie cérébrale ne va pas forcément montrer une lésion, il va falloir faire des analyses un peu plus poussées, par exemple d'imagerie fonctionnelle, pour voir une problématique. Et puis nous, on essaye de trouver un équilibre entre ces deux domaines pour renseigner le monde médical, que ce soit du côté de la psychiatrie ou du côté de la neurologie, pour la suite de prise en charge des patients, avec évidemment en premier lieu une approche diagnostique, puis une approche de rééducation quand cela est possible. Alors je vous fais un bref aperçu historique, et quand vous voyez que c'est il y a très longtemps et qu'on parle de papyrus, vous pouvez peut-être vous dire ça va pas finir à l'heure et ça va durer, vous voyez qu'on va faire un très grand saut chronologique en partant de l'Égypte puis en passant directement ensuite au 19e siècle. C'est intéressant quand même de voir qu'il y a très longtemps, voire très longtemps, alors on fait confiance à ceux qui les ont traduits, parce que moi je ne suis pas un spécialiste des papyrus, mais sur certains papyrus, les Égyptiens faisaient déjà mention de structures cérébrales ou d'aspects liés au cerveau. Et évidemment, à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup d'IRM ou de scanners pour aller voir ce qui se passait. Il pouvait y avoir des dissections, bien sûr, on espère post-mortem, mais voilà, les dissections ne vont pas renseigner aussi bien qu'une imagerie cérébrale fine. Et vous voyez qu'il y avait déjà des hiéroglyphes pour représenter le cerveau, l'aspect plissé du cerveau, c'est-à-dire ces circonvolutions, qui comparaient à du plomb fondu, aux sillons qui se font sur le plomb fondu. Pour les méninges, donc cette couche qui entoure le cerveau et qui la protège, et quand il y a une infection, on parle de méningite, terme que vous avez sûrement déjà entendu. Et puis le liquide céphalorachidien, qui est ce liquide qui entoure le cerveau et la moelle épinière. Et ils avaient aussi repéré qu'il y avait quelque chose de particulier avec ce liquide, et il y a un nom, enfin un hiéroglyphe chez les Égyptiens, l'Égypte antique.
D'ailleurs, quand on fait une ponction lombaire, c'est ce liquide qu'on va chercher avec une seringue pour l'analyser. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur un papyrus, il y a cette phrase, alors bon, c'est une traduction libre de l'auteur, hein, si tu examines un homme ayant la tempe enfoncée, lorsque tu l'appelles, il ne répond pas, il a perdu l'usage de la parole. Alors bien sûr, pour nous maintenant, neuropsychologues, logopédistes, en 2022, ça paraît assez évident. Ça n'a pas toujours été, et surtout à l'époque, c'était pas évident d'avoir cette réflexion-là, parce que la tempe enfoncée, si quelqu'un ne répond pas, la première chose qu'on pourrait se dire, c'est qu'il a perdu l'oreille, l'ouïe, et du coup il ne répond pas. Et ils avaient déjà compris que c'était plus loin que ça. C'était pas juste que la personne n'entendait plus et donc ne répondait plus, c'est qu'elle avait perdu l'usage de la parole, en l'occurrence du langage, mais on ne va pas leur en vouloir d'utiliser peut-être le mauvais terme à l'époque, ça se trouve il est même mal traduit. Donc vous voyez que très longtemps en arrière, il y avait déjà ce lien cerveau et manifestation comportementale au sens plus large. On fait un très grand bond, puisqu'on arrive au 19e siècle. Je ne vais pas passer en revue chacune de ces personnes, et vous voyez qu'elles sont en noir et blanc, donc ça montre l'époque aussi. Je ne vais pas passer en revue non plus toutes les dissociations qui ont été montrées, c'est juste pour vous expliquer un peu la démarche de la construction de la neuropsychologie moderne depuis le milieu du 19e siècle. En gros, c'est l'étude de patients. J'ai un patient, le plus souvent il faut attendre qu'il décède pour disséquer son cerveau, et puis en disséquant son cerveau, je vois qu'il a une lésion à tel endroit, et il se trouve que quand il était vivant, il avait tel trouble. Et à force d'études comme ça, à force d'auteurs qui ont travaillé sur différentes problématiques, au bout d'un moment, il y en a qui peuvent proposer un modèle et dire « Moi, avec tous les patients que j'ai observés, une lésion à tel endroit du cerveau, ça produit tel trouble. Moi, avec les patients que j'ai observés, une lésion à cet autre endroit du cerveau, ça produit tel autre trouble. » Et puis petit à petit, c'est construit la neuropsychologie, alors bien sûr pour la mémoire, mais pour le langage, pour la concentration, pour la réalisation des gestes, pour la reconnaissance visuelle, à chaque fois avec des auteurs qui se sont centrés sur une problématique et qui ont étudié les lésions cérébrales qui provoquaient cette problématique. Voilà les trois personnes. Donc à gauche, les noms avec les flèches, c'est les noms des patients. Et puis en bas, c'est les noms des médecins, pour la plupart des médecins, à part Brenda Milner, qui ont étudié ces patients, qui ont publié ces patients, et qui sont encore des patients qui sont cités dans les cours de neuropsychologie, de psychologie cognitive, parce que c'est vraiment des patients qui ont permis déjà de prouver ce lien entre cerveau et manifestation comportementale, des fonctions cognitives, et puis qui ont permis d'asseoir la neuropsychologie moderne telle qu'on la pratique encore aujourd'hui. Alors, ces trois patients, probablement que vous les connaissez, alors pas personnellement, mais vous en avez certainement déjà entendu parler. Il y a maintenant beaucoup de reportages, d'émissions, de vulgarisation qui vont forcément prendre ces exemples de patients, parce que c'est vraiment les patients les plus éloquents pour montrer certaines problématiques. Le premier, c'est Victor Le Borgne, qui est le patient de Paul Broca. Dans le cerveau, il y a un endroit qui s'appelle la zone de Broca. Ma collègue en parlera un peu plus après. Donc, je vous laisse imaginer, évidemment, à l'époque, on pouvait facilement donner son nom à une région cérébrale qu'on identifiait. Et Paul Broca a étudié son patient qui ne produisait plus de langage. Il n'arrivait plus à parler, il avait juste une stéréotypie, il disait toujours tac, 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 la même chose, mais il n'arrivait plus à produire correctement du langage. Et puis, à sa mort, en disséquant le cerveau, il a vu qu'il y avait une lésion ici, dans cette région-là, qui du coup maintenant porte son nom, c'est l'aire de Broca. Donc elle porte son nom que dans l'hémisphère gauche, puisque c'est dans l'hémisphère gauche, l'hémisphère langagier. Et à partir de l'observation de Broca, et d'autres ensuite qui ont observé la même chose, mais à partir de cette observation, le lien entre cette région du cerveau et la production du langage était établi au niveau de la science, au niveau de la littérature. Et puis voilà, les auteurs ont pu commencer à travailler sur d'autres fonctions, d'autres manifestations ou lésions. L'autre patient qui est peut-être le plus connu par les médias, c'est Phineas Gage. Phineas Gage qui travaillait à la construction des chemins de fer aux États-Unis et qui, par un malencontreux concours de circonstances, a fait exploser un peu trop tôt la poudre qu'il était en train de tasser avec sa baramine. Et sa baramine, comme vous voyez là sur une reconstruction, lui a traversé la tête et lui a emporté une partie du lobe préfrontal. Il lui a aussi emporté l'œil gauche. Et en fait, Phineas Gage n'est d'une part pas mort, n'a pas perdu connaissance, il a perdu en fait la vision de l'œil gauche. On peut imaginer si l'œil a été emporté par la baramine, mais le reste, voilà, il marchait toujours,
parlait toujours. Et c'est le docteur John Harlow qui l'a étudié, qui a décrit cette situation, parce que par contre, Phineas Gage, lui, après cette lésion, il a complètement changé de comportement. C'était quelqu'un de très responsable, de très sérieux, vu le travail qu'il avait au chemin de fer. Et en fait, il est devenu très irritable, incapable de prendre des décisions, très changeant au niveau de l'humeur, enfin, etc. Et évidemment, il n'a pas pu garder son travail. Il a fait plein de travaux de l'époque. Hein. Il a même été attraction au cirque Barnum, parce qu'avec la baramine, il posait avec sa baramine comme ça et son œil fermé. Conducteur de diligence, hein, et il est décédé, je ne sais plus exactement à quel âge, mais d'une crise d'épilepsie, parce que évidemment la lésion avait un peu fragilisé les structures cérébrales. Et du coup, ben, c'était la première observation qu'une atteinte dans cette région-là du cerveau, qui est le lobe préfrontal, qui est la structure la plus importante, en tout cas celle qui mature le plus tard possible du cerveau, cette région-là est un changement du comportement, un changement de l'humeur, avait été mis en évidence par le docteur John Harlow. Et puis un peu plus tard, puisque là on est au milieu du XXe siècle, c'est le patient Henri Molaison, le fameux patient HM que tous les étudiants en neuropsychologie connaissent, qui est un patient qui avait une épilepsie pharmacorésistante et qui a pu bénéficier d'une chirurgie de l'épilepsie. Quand une épilepsie est trop pharmacorésistante, ce qui veut dire que les médicaments ne fonctionnent plus, si la personne fait des dizaines de crises dans la journée, vous imaginez la vie, la qualité de vie que la personne a. Et il y a une technique qui existe encore à l'heure actuelle, hein, qui consiste à aller enlever, quand c'est possible, le foyer épileptique au niveau du cerveau. Donc c'est un neurochirurgien, et c'est Scoville, que vous voyez ici, qui a fait ça. Et c'est Brenda Milner, la neuropsychologue, qui l'a étudié, et qui l'a étudié notamment au niveau de la mémoire. Et ce patient, quand on lui a enlevé, quand le médecin lui a enlevé les foyers épileptiques, mais en fait il a enlevé une partie du lobe temporal, mais notamment une partie qui s'appelle l'hippocampe, que vous voyez ici, version cérébrale, et vous voyez ici, version aquatique. Vous voyez aussi pourquoi on appelle cette structure l'hippocampe. Et c'est la structure de la mémoire, pas la seule, mais la structure principale de la mémoire. Et cette observation de ce patient HM, qui avant avait des crises d'épilepsie, mais une mémoire plus ou moins fonctionnelle, on lui enlève ces deux hippocampes, il a plus ou beaucoup moins de crises d'épilepsie, par contre, il a un trouble de mémoire, comme on pourrait l'observer chez un patient avec une maladie d'Alzheimer. Vraiment l'oubli à mesure, où quelques secondes après, on repose la même question, où rien n'est fixé. Vous voyez que rien qu'avec ces trois observations, et il y en aurait d'autres, mais je ne vais pas prendre trop de temps et laisser aussi parler ensuite mes collègues, mais avec ces observations-là, ben, la mise en évidence d'une zone pour la production du langage, la mise en évidence d'une zone pour la régulation, le contrôle du comportement, la mise en évidence d'une zone pour la mémoire. Et puis pour toutes les autres fonctions cognitives, ben, d'autres zones ont été mises en évidence, et après, ça crée des réseaux cérébraux. Je n'entre pas dans plus de détails, mais voilà, pour vous illustrer la démarche, une démarche qui pourrait fonctionner encore à l'heure actuelle, mais c'est vrai que le cerveau a été tellement bien étudié que c'est bien plus difficile de montrer une nouvelle zone, ou de donner son nom à une nouvelle zone du cerveau. Je pense que les territoires sont bien occupés. Il vaut mieux donner son nom à un territoire de la Lune. Alors, les bases de la neuropsychologie logopédie, pour les gens de ma génération, la politique des 4 piliers en Suisse, ça doit parler. Pour moi, personnellement, je pourrais considérer la neuropsychologie comme une addiction, puisque j'en ai fait mon métier, une addiction saine, enfin, en tout cas je l'espère pour l'instant. Et du coup, je suis parti aussi sur ces 4 piliers pour vous expliquer les bases de la neuropsychologie, de notre activité, qui sera ensuite illustrée par mes collègues. Une première base, c'est la base dite théorique, parce que, évidemment, il faut un soubassement théorique. On ne peut pas partir en disant « je pense que », j'ai vu que, on m'a dit que, donc c'est comme ça. Il y a une base théorique derrière, et cette base théorique, ben, elle est toute bête, entre guillemets, c'est la psychologie cognitive. Je vous ai mis ici la définition de Wikipédia. J'ai vérifié si elle n'avait pas changé récemment, et non, elle n'a pas changé. En gros, la psychologie cognitive, c'est l'étude des fonctions cognitives, donc l'étude de la mémoire, l'étude de la concentration, du raisonnement, de la perception, de l'attention, du langage, dans la population normale. On ne va pas chercher forcément à quel endroit du cerveau ça se trouve. On l'étudie, pourquoi des gens sont meilleurs, pourquoi des gens sont moins bons, est-ce que des gens sont meilleurs en mémoire verbale, visuelle, etc. Ça, c'est la psychologie cognitive. La population ici est les fonctions cognitives, et puis on essaye de faire ce lien entre les deux. La neuropsychologie se base sur cette psychologie cognitive et va essayer d'implémenter, de trouver l'endroit, l'origine au niveau cérébral de chacune de ces fonctions. C'est ce que je vous disais au début, on a une lésion à tel endroit, on suppose un déficit par exemple de mémoire ou un déficit de langage.
ou alors il y a une lésion à tel endroit ici, eh ben, on va supposer que le langage est préservé, mais que la mémoire est atteinte. Donc c'est vraiment sur la base de cette psychologie cognitive que la neuropsychologie peut exercer son activité. C'est pour ça que neuropsychologie cognitive, c'est une sorte de pléonasme, parce qu'il n'y a pas d'autre approche que le cognitif, on va dire, en neuropsychologie, en tout cas à l'heure actuelle. Il y a une base bien sûr organique, somatique, cérébrale. C'est le cerveau au niveau macroscopique, c'est les neurones au niveau microscopique. On ne va pas faire un cours, je ne vais pas vous faire un cours de neuroanatomie fonctionnelle, mais voilà les 4 principaux lobes du cerveau, avec ce fameux lobe frontal dont on a parlé avant avec Phineas Gage, grosse structure qui s'occupe notamment, et pas seulement, mais qui s'occupe notamment de ce qu'on appelle les fonctions exécutives, s'adapter à une situation nouvelle, raisonner, résoudre un problème, passer d'une tâche à l'autre, planifier son comportement, planifier, programmer ses actes, etc. Il y a aussi une partie qui régule les émotions, qui régule le comportement, donc c'est vraiment une structure extrêmement importante. Le lobe pariétal est plutôt le lobe du spatial, particulièrement dans l'hémisphère droit, du visio-spatial, qui va intégrer tout ce que vous percevez pour en faire un tout cohérent qui va vous donner une représentation de l'espace à peu près fluide et à peu près continue, et pas juste des morceaux de son et des morceaux d'image. Tout ça est mis en une représentation qui fait sens pour vous. Le lobe temporal s'occupe de pas mal de choses, mais c'est le lobe notamment de la mémoire. Et puis le lobe occipital qui, lui, s'occupe exclusivement de la modalité visuelle. Il reçoit les informations visuelles, il traite les couleurs, les formes, le mouvement, et il envoie plus loin cette information qui est traitée dans le cerveau. Voilà pour un schéma un peu général du cerveau au niveau macroscopique. Ce qui est intéressant, c'est la différence entre les deux hémisphères. Alors attention, quand on dit différence, c'est pas que les deux fonctionnent complètement différemment. Il y a des tendances privilégiées dans l'hémisphère gauche, privilégiées dans l'hémisphère droit. C'est pas pour rien que le langage est principalement dans l'hémisphère gauche dans la majorité de la population. C'est pas pour rien que le visuel, le visio-spatial est majoritairement dans l'hémisphère droit pour la plupart des personnes. L'hémisphère gauche, pour schématiser un peu, travaille sur un mode séquentiel, c'est-à-dire une chose après l'autre. On ne fait pas plusieurs choses en même temps, c'est une chose après l'autre, ce qui, pour du langage, a du sens, hein, parce que si on produit tous les sons en même temps, ça ne va pas donner grand-chose, il faut les agencer à la suite pour produire des mots, des phrases, etc. Donc ça fait du sens, c'est aussi l'hémisphère séquentiel du traitement mathématique, résolution de problèmes au niveau mathématique, alors que l'hémisphère droit, lui, travaille sur un mode dit global. On parle aussi de mode holistique, c'est-à-dire qu'il essaye d'intégrer le tout en quelque chose de cohérent, et vous voyez que du coup ça a beaucoup plus de sens, qui s'occupe principalement du spatial, puisque le spatial a besoin de cette prise en charge de tout en même temps pour faire une représentation qui tient la route, une représentation qui veut dire quelque chose. Donc, selon que la lésion elle est dans l'hémisphère gauche ou droit, on sait déjà qu'on ne va pas attendre les mêmes problématiques, les mêmes atteintes, les mêmes fonctions cognitives. Une troisième base, c'est la base médicale, en tout cas les maladies, les étiologies, les origines des troubles, parce que on cite souvent l'attaque cérébrale, on cite souvent la maladie d'Alzheimer quand on parle de neuropsychologie, mais il y a de très nombreuses étiologies qui peuvent produire des lésions ou des dysfonctionnements cérébraux, et donc plein de types, de diversité de patients chez qui on pourrait être amené à intervenir. J'ai mis ici l'image un peu de lifespan, comme on appelle ça. Je me permettrai, je n'ai pas voulu le faire sur la présentation, mais au niveau ici à gauche, là c'est un patient qui est un peu trop jeune pour nous. C'est vrai qu'on ne fait pas de neuropsychologie de l'enfant. Ici c'est une discipline qui est en train de, qui existait déjà, mais qui se développe beaucoup plus et qui devient vraiment une spécialité. Et donc voilà, nous on intervient à partir de 16 ans, parce que c'est nos tests qui souvent ne peuvent pas remonter plus tôt. 18 ans à l'âge adulte étant l'idéal. Et donc on va pouvoir intervenir dans des étiologies dites développementales, parce qu'elles peuvent perdurer à l'âge adulte, le fameux déficit d'attention que je pense que vous connaissez, les problèmes liés à l'autisme, les fameux 10 aussi, que je pense que vous connaissez aussi, ou le retard mental, des étiologies dites acquises, c'est-à-dire que les choses vont bien, la personne s'est développée normalement, mais tout d'un coup arrive un événement, une maladie, un accident, et puis voilà. À ce moment-là, c'est une maladie, une étiologie dite acquise, donc l'accident vasculaire cérébral bien connu, le traumatisme crânien aussi, ça peut être la sclérose en plaques, des tumeurs cérébrales, il y a plein d'étiologies dites acquises. Dès que
une maladie va toucher ou perturber le cerveau, ben finalement, il peut y avoir des manifestations cognitives, neuropsychologiques. Et puis, ben, il y a aussi toute la partie des étiologies dégénératives, la plus connue étant la maladie d'Alzheimer, mais il y a plein d'autres pathologies dégénératives qui peuvent toucher les personnes avec l'âge. Et là aussi, c'est des personnes chez qui on va pouvoir intervenir. Et actuellement, est en train de se mettre en place une clinique mémoire au sein du RHNE. Bientôt, il y aura une porte d'entrée vraiment pour pouvoir recevoir ces patients dans les meilleures conditions. On les reçoit déjà, ils sont déjà reçus dans de bonnes conditions, mais si on peut encore les améliorer et pouvoir encore améliorer le travail, on ne va pas s'en priver. Puis la dernière base, qui est extrêmement importante pour nous évidemment, c'est la base technique, c'est quels outils on utilise. Et en l'occurrence, ben, c'est l'anamnèse, donc la partie discussion au début d'un examen, hein, comme vous faites chez votre médecin, comme vous faites chez n'importe quel professionnel de santé. On pose des questions, vous pouvez expliquer vos difficultés, et ensuite il y a la partie test. Alors chez le cardiologue, ce sera peut-être un test justement cardiaque, un écho du cœur. Ben, chez nous, c'est des tests papier-crayon, des tests informatisés, éventuellement des questionnaires. Et c'est ça qui représente le gros morceau de notre évaluation, parce que ben, évidemment, quand il faut tester les différentes fonctions cognitives, notamment par exemple la mémoire, ben, ça prend du temps, on ne peut pas juste le faire en quelques minutes comme ça. En tout cas, le résultat ne serait pas suffisamment pertinent pour nous si on ne peut pas creuser un peu les choses. Et donc cette base technique, ben, vous voyez ici illustrée avec en haut quelques images d'anamnèse, de prise de notes, mais c'est des fois aussi beaucoup le patient qui va devoir travailler, comme vous voyez ici, résoudre des problèmes. Ici c'est test visio-moteur, ici test de raisonnement. Et en fait, sans vouloir non plus vous faire un cours de statistiques, mais qu'est-ce qu'on fait quand on voit un patient? On lui fait un test, et puis son résultat, ben, c'est difficile de savoir s'il est bon ou pas bon. Et donc on va le comparer à une norme, c'est-à-dire à plusieurs patients du même groupe d'âge, si possible du même niveau de formation. Et du coup, ben, on va voir ce patient qu'on a par rapport à des sujets contrôle chez qui on a fait passer ce test. Est-ce qu'il a un résultat comme eux, donc dans la norme, c'est-à-dire la partie verte ici? Est-ce qu'il a un résultat un peu en dessous de la norme, un peu limite, donc la partie jaune ici? Ou alors est-ce qu'il a un résultat qui est clairement déficitaire par rapport à sa population de référence? Et dans ce cas-là, il sera dans la partie rouge. Et c'est ça qui va nous permettre de faire ce profil. Ça, c'est atteint, c'est déficitaire. Ça, c'est préservé. Ça nous donne le profil de la personne en le comparant, évidemment, à une norme de référence. Ça n'empêche pas que les patients aient des résultats au-dessus de leur population de référence, mais forcément, ça va moins nous intéresser dans le cadre d'une atteinte cérébrale. Donc, volontairement, je cache cette partie-là. Et voilà, un patient ici, ça reflète le profil que je montrais au début. C'est un patient qui a surtout un gros déficit de mémoire à long terme. Le reste va plutôt bien, et ça, c'est le profil, pas seulement, mais le profil assez typique d'une maladie d'Alzheimer. Donc, il aurait surtout ces tests de mémoire ici, et le reste qui serait plutôt bien. Ici, un patient, vous allez entendre parler après, qui a un déficit du langage. Le reste va plutôt bien, et donc on est dans l'aphasie de Broca. Et puis un dernier exemple où là c'est le fonctionnement exécutif, donc tout ce qui dépend de ce fameux lobe frontal qui dysfonctionne, et on est plutôt chez quelqu'un qui va avoir des troubles du comportement ou de régulation du comportement ou de l'humeur. Toujours en plaçant les résultats au test sur ce graphique. On est terminé avec ma partie introductive. J'espère que vous avez saisi un peu quoi consistent nos disciplines. Je laisse la parole à ma collègue pour vous parler de l'hémisphère gauche et du langage. Je suis Alexia Kandal-Turcher. Je travaille en tant que neuropsychologue et logopédiste ici au RHNE. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous parler des aphasies. Si jamais vous n'entendez pas, n'hésitez pas à vous manifester. Alors déjà, qu'est-ce que l'aphasie? Qu'est-ce qu'on entend par aphasie? Eh bien, l'aphasie désigne une perte ou alors une perturbation, si on veut, de l'usage normal du langage. Quand on parle de langage, on le comprend dans un sens très large. C'est-à-dire que ça peut être des difficultés à produire du langage, à s'exprimer, mais ça peut également être des difficultés dans la réception du langage et à comprendre ce qu'un interlocuteur souhaite nous transmettre. Ces difficultés, elles peuvent survenir de façon très large, soit sur le versant oral, un petit peu, voilà, comme l'exercice qu'on est en train de faire en ce moment, ou alors sur le versant écrit.
Et dans ce cas-là, ça peut se manifester par des difficultés de lecture, c'est ce qu'on va appeler une alexie, ou alors des difficultés d'écriture, et c'est ce qu'on va appeler une agraphie. Dans tous les cas, tous les patients aphasiques, globalement, présentent un symptôme cardinal qu'on appelle le manque du mot. Et bien ça parle un peu de soi-même, mais ça définit cette difficulté à aller rechercher les mots dans son lexique mental. C'est quelque chose qu'on connaît tous, c'est un petit peu le fameux sentiment du mot sur le bout de la langue. Simplement, chez les aphasiques, c'est un symptôme qui va se manifester très souvent, et la nature va être un petit peu différente que ce que les personnes qui n'ont pas d'aphasie font l'expérience. L'aphasie, c'est un trouble acquis, c'est-à-dire qu'on va l'observer suite à une lésion cérébrale. Ça peut survenir suite à un accident vasculaire cérébral, un AVC, mais ça a des origines multiples, c'est-à-dire c'est également un syndrome que l'on peut trouver suite à un traumatisme crânio-cérébral, suite à la présence d'une tumeur cérébrale, ou alors c'est également le cas dans certains tableaux d'atteinte neurodégénérative. Toutes ces étiologies ont en commun de faire dysfonctionner un réseau cérébral, comme l'a précisé mon collègue tout à l'heure, qui se situe principalement à gauche et qui va recruter toute une série de régions, du lobe frontal jusqu'au lobe pariétal, et même certaines structures sous-corticales. On a parlé en effet de cet hémisphère gauche pour le langage, car en réalité l'hémisphère gauche est le langage qui est dominant, l'hémisphère qui est dominant pour le langage chez la majorité des personnes. C'est le cas chez plus de 90% des droitiers, et puis c'est également le cas chez la majorité des gauchers. En ce qui concerne l'incidence, alors malheureusement j'ai trouvé dans nos associations professionnelles les chiffres de 2016, et puis on a estimé que à ce moment-là, il y avait plus de 15 000 AVC par an, dont 20 à 35% des patients allaient malheureusement avoir une aphasie séquelaire. Ce qui, couplé à d'autres étiologies dont on a parlé tout à l'heure, par exemple des traumatismes crânio-cérébraux, malheureusement des situations oncologiques, décompte environ 5000 patients, nouveaux patients aphasiques par année. Ces patients vont nécessiter une rééducation logopédique qui, dans un premier temps, sera en général intensive, ça se passera un petit peu plus tard, et qui recrute en fait des techniques spécifiques aux difficultés rencontrées par les patients, puisque chaque patient aphasique est évidemment différent, présente des difficultés particulières, et puis s'inscrit aussi dans un contexte de vie qui lui est propre, et qui donc nous amène à tailler sur mesure chaque intervention logopédique pour un patient donné. Je ne vais pas rentrer dans les détails des différents types d'aphasie, mais je vous le mentionne tout de même. On peut distinguer différentes sortes ou catégories d'aphasie. On a plusieurs taxonomies, mais c'est vrai que de manière globale, vous allez probablement retrouver des termes comme une aphasie de Broca, une aphasie de Wernicke ou une aphasie globale. Ce sont des aphasies que l'on distingue en fonction des difficultés principales rencontrées par les patients, et puis en fonction aussi des profils qu'ils montrent. Dans une aphasie de Broca, en général, le discours du patient va être non fluent, c'est-à-dire qu'il va avoir extrêmement de difficultés à produire les mots, parfois même également à les articuler. Et la compréhension va être globalement relativement bonne. Dans une aphasie de Wernicke, par exemple, on a un profil qui est un peu différent. On peut avoir ici des patients qui ont des troubles assez sévères de la compréhension, couplés parfois également à des difficultés dans la production. Et là, on pourra également voir la présence de ce qu'on appelle des paraphasies, c'est-à-dire des mots transformés, qui ressemblent parfois à des mots de la langue, mais qui en réalité n'en sont pas. Et puis on a également des aphasies globales, où là malheureusement les troubles sont sévères, tant sur le plan de la production que de la compréhension. Et puis dans tous ces tableaux d'aphasie, il faut également garder à l'esprit qu'on a des altérations fréquentes du langage écrit. Là je vous ai mis quelques illustrations. Vous voyez à gauche un patient qui a écrit une phrase spontanée, et puis à droite une écriture sous dictée,
Donc, par exemple, le premier mot étant femme, qui a été écrit F-A-M-M-E. D'autres productions sont un petit peu moins reconnaissables, comme par exemple, vous voyez, stoma, c'était pour estomac, on voit qu'il manque des lettres, que l'orthographe n'est pas respectée. Ce soir, je devais vous présenter un patient aphasique qui s'appelle Monsieur Olivier Aplanalp. Malheureusement, j'ai appris aujourd'hui qu'en raison d'une hospitalisation qui a eu lieu ce jour même, il ne peut pas être parmi nous, donc on lui envoie toutes nos pensées. Je vais tout de même vous le présenter, car comme c'est un patient qui est très engagé dans les causes associatives et qui représente et qui répond souvent présent quand il s'agit de représenter les patients aphasiques, avait donné en fait une interview à la RTS que je vous propose de découvrir avec moi ce soir. Malheureusement, on n'aura pas une version in vivo, mais voilà. Alors il s'agit d'un patient qui aujourd'hui a 56 ans et qui a bénéficié d'une formation d'économiste. Avant son AVC, il travaillait comme cadre chez IBM. Malheureusement, en 1997, alors qu'il est âgé de 34 ans, il est victime d'un accident vasculaire cérébral assez large, vous voyez, temporo-parieto-occipital, donc qui englobe 3 régions cérébrales à gauche. Il est alors diagnostiqué d'une aphasie de Broca sévère. À ce moment-là, il est incapable de produire des phrases. Il peut produire quelques mots-clés qui sont parfois transformés. Il peut comprendre des phrases courtes et simples, mais malheureusement des tournures syntaxiques plus complexes lui échappent. Malheureusement, il montre également une importante perturbation du langage écrit, dont je vous parlais tout à l'heure, donc une agraphie et une alexie profonde, en d'autres termes, des difficultés sévères à écrire et à lire. Et puis, il est également atteint d'une hémiparésie droite, c'est-à-dire que la partie droite de son corps a également été touchée par l'AVC. Il bénéficie d'une thérapie logopédique intensive dès le début, d'abord au CHUV, où il a été pris en charge en neurochirurgie, puis il revient dans le canton de Neuchâtel, où il bénéficie d'une prise en charge en cabinet. Très rapidement, il s'engage dans des causes associatives, notamment il est membre du Chœur des aphasiques neuchâtelois, et il est membre du comité Espace Évasion, qui est le groupe des aphasiques neuchâtelois. Voilà, mais sans attendre, moi je vous propose de faire directement sa connaissance. Je monte les escaliers. J'ai déjà des clés dans ma poche. Une chose, mais très compliquée. J'arrive pas à me faire 2 choses à la fois. Et puis casser la gueule. Et puis après, j'ai le temps d'aller chez moi. Difficulté à réfléchir, à se déplacer. Olivier travaillait dans une multinationale. Il y a 20 ans, surchargé par ses activités, il est frappé par une attaque cérébrale. Plus rien ne fonctionne. Olivier va repartir alors de zéro. Chaise roulante, canne et un entourage qui le soutient sans relâche. Il accomplit d'énormes progrès, mais lire et écrire reste compliqué lorsqu'on est aphasique. Allô? Alors, vendredi 27. Tu m'as dit quoi? Alors, c'est le 27, c'est un vendredi. Les chiffres, j'arrive pas à me souvenir. Donc, je mélange les chiffres et puis c'est plutôt chez moi avec la lecture et puis les choses qui sont presque évidentes pour les autres, mais ça me... c'est chiant. Oui. Chaque année en Suisse, près de 5000 personnes deviennent aphasiques. Et comme elle, Olivier doit se battre quotidiennement. Un jour, il décide de se lancer dans le chant choral. On va commencer par réveiller notre
corps. Il rejoint alors le chœur Espace d'évasion des aphasiques Neuchâtel. Et depuis, il s'entraîne chaque semaine. C'est la chose qu'on a perdue dans la mémoire, c'est de représenter des mots et des paroles. Donc le chant est extrêmement positif. Il n'y a pas le choix, hein, sinon on n'aura pas la note. J'ouvre. Chanter pour compenser les zones lésées du cerveau, sous la direction d'une chanteuse professionnelle, Anne Raymond, et avec l'appui d'une spécialiste de l'aphasie. C'est justement surtout le rythme et la musique qui vont aider à ce que les paroles sortent plus facilement, pas forcément au niveau moteur, mais les autres sont donnés différemment au niveau cognitif, au niveau cérébral, et c'est ça qui facilite. Et le fait de chanter en chœur aide énormément. Donc ça marche? Ça marche à fond, oui. Oui. Vous avez vu, c'est un patient qui a relativement bien évolué, qui maintenant est capable de s'exprimer avec des phrases. Parfois, il bute sur des mots, et il en trouve d'autres. Et voilà. Vous avez aussi pu faire comme ça la connaissance de notre consoeur neuchâteloise, Thérèse von Wyss, qui est responsable de ce chœur des aphasiques. Sans transition, je vais laisser la parole à ma collègue, qui vous parlera plutôt de l'hémisphère droite. Merci. Bonsoir tout le monde. J'arrive sur la fin, donc je vais tester un petit peu votre concentration pour voir si vous tenez encore la route après bientôt 1 heure de présentation. Moi, je vais vous parler de... Du coup, ma collègue vous a parlé de l'hémisphère gauche et des troubles du langage qui sont souvent associés. Moi, je vous parle de l'hémisphère droit. Avant, mon collègue vous a présenté qu'il n'y avait passablement de différence entre ces deux hémisphères. On parle souvent de l'hémisphère gauche comme l'hémisphère dominant, parce que le langage, c'est très important. Mais l'hémisphère droit est aussi pas mal important dans nos vies quotidiennes. Et puis, il nous aide quand même pas mal à interagir avec le monde qui nous entoure. Qu'est-ce qui se passe quand on a une lésion de l'hémisphère droit? Ce qui se passe le plus souvent, c'est qu'on va avoir un problème au niveau de la représentation spatiale. On parle de l'héminégligence gauche, qui est en fait un manque d'attention sur tout ce qui va se passer sur notre gauche. Comme on a une lésion droite, ça va plutôt toucher notre côté gauche et l'hémisphère droit s'occupe surtout des aspects spatiaux. Donc du coup, on a ce problème en général sur lésion de l'hémisphère droit. Et ce qui va se produire, c'est qu'on va, entre guillemets, négliger ce qui se passe sur notre gauche. Ce n'est pas un problème visuel, ce n'est pas un problème moteur, ce n'est pas un problème perceptif, auditif, mais c'est vraiment un problème d'attention. Il faut imaginer qu'en temps normal, on a une balance attentionnelle qui nous permet de faire attention à tout ce qui se passe de chaque côté, de manière automatique. Et quand on a une lésion du côté droit, notre balance va pencher du côté droit, et du coup, on va être très attentif, très capté par tout ce qui se passe sur notre droite, au détriment de ce qui se passe sur notre gauche. Comment ça se manifeste concrètement chez les patients qui ont une atteinte de l'hémisphère droit? Ils vont oublier, entre guillemets, négliger la partie gauche de leur corps propre. On a des patients chez des hommes qui vont oublier de se raser la partie gauche du visage, ou bien des gens qui vont se coiffer uniquement la partie droite, qui vont mettre les vêtements correctement à droite, et puis qui vont avoir les vêtements mal mis du côté gauche, alors qu'ils sont tout à fait capables de s'habiller sans aucun problème moteur. Vous avez ici des exemples de patients qui vont manger que la moitié droite de leur assiette, parce qu'ils vont du coup négliger ce qu'il y a sur leur gauche, ils ne vont même pas se rendre compte qu'il y avait quelque chose sur leur gauche. Ou bien vous avez l'autre exemple, on demande à un patient de préparer une tarte aux pommes. Imaginez si vous avez la part de gauche, vous ne serez pas très satisfait de votre tarte aux pommes. Parce que justement le patient, lui il pense qu'il a rempli toute la tarte, alors qu'en fait il a négligé ce côté gauche. Le problème avec cette atteinte-là, c'est que souvent les patients, ils n'ont pas du tout conscience de ce problème. Ils ont l'impression que tout va bien, tout fonctionne bien,
Et du coup, nous, dans la prise en charge, on doit leur faire prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et gentiment attirer leur attention sur la gauche pour essayer de compenser ce qui n'est plus fait automatiquement par le cerveau. Donc vous voyez, même si le patient là n'aura pas de difficulté à parler, il va avoir beaucoup de peine à interagir avec son environnement de manière adéquate. Là, vous avez des productions aussi de patients avec une lésion de l'hémisphère droit. Quand on leur demande de faire des dessins, on a justement, vous voyez, la moitié de la fleur, la moitié du papillon, qui sont assez bien faites en plus, mais il manque toute la partie gauche. Moi, ce soir, je voulais vous parler aussi, je vous parle de l'hémisphère droit, mais je vous parle aussi du lobe frontal de manière plus générale, parce que ce lobe frontal, il est vraiment passionnant. Mon collègue vous a montré avant l'exemple de Phineas Gage, ce monsieur qui avait reçu la barre à mine à travers le crâne. Justement, les patients qui ont des lésions frontales vont vous sembler, comme ça dans l'interaction, au premier abord, assez normaux, sans handicap visible. Mais souvent, ils vont avoir des changements au niveau comportemental. Et puis, on a pu distinguer dans ce lobe frontal plusieurs zones encore. Et selon la zone qui est touchée, on peut avoir différentes manifestations. Si on prend les lésions dorsolatérales, donc c'est les parties qui sont sur le côté ici, les patients vont avoir plutôt des difficultés de concentration, des difficultés à faire attention à deux choses en même temps. Si on prend des lésions qui sont orbitofrontales, donc comme leur nom l'indique, derrière les yeux, vraiment à l'intérieur là, derrière les yeux au niveau cérébral, c'était l'exemple de Phineas Gage tout à l'heure, c'est des patients qui vont avoir plutôt des changements au niveau comportement, des difficultés à s'adapter aux règles sociales. Ils vont avoir de la peine à respecter les conventions sociales et puis qui vont avoir des troubles aussi émotionnels, des changements un peu de personnalité. Souvent, les proches ne vont même plus les reconnaître, ils vont dire mais c'est plus la même personne qu'auparavant. Et puis les lésions singulaires antérieures, là c'est plus au niveau central, vraiment tout à l'intérieur du cerveau. Si on a des lésions dans ces zones-là, c'est des patients qui vont être assez apathiques, c'est-à-dire qui ne vont plus avoir d'initiative. Dans les cas les plus sévères, on peut avoir des patients qui restent couchés, qui ne font aucune activité. Il y en a même qui vont avoir aucune interaction, qui ne vont même pas parler, mais par manque d'incitation. Pas par lésion des régions du langage, mais simplement parce qu'ils n'ont plus aucune initiative. Donc moi, ce soir, je voulais vous parler d'un patient que j'ai côtoyé à l'époque et puis qui m'a beaucoup marqué, avec lequel j'ai gardé une relation assez privilégiée. Il s'agit de M. Jean-Robert Roube, qui va venir vous parler avec son épouse tout à l'heure. Donc, M. Roube, à 68 ans, il a été victime d'un AVC hémorragique. Donc, c'est une attaque cérébrale, mais liée à une hémorragie à l'intérieur du cerveau, sur une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure. C'est une toute petite artère qui va relier deux grosses artères. Et puis, en fait, un anévrisme, c'est une petite bulle qui peut y avoir parfois sur les artères. C'est une petite malformation. Et puis, on peut vivre toute sa vie normalement avec ça, mais de temps en temps, malheureusement, la pression sanguine augmente dans cette zone, et vu que la paroi de l'artère est plus faible dans cette zone-là, il y a un risque d'hémorragie. Si cet anévrisme craque, du coup, ça inonde toutes les structures cérébrales qui sont là autour. Et vu que cette artère se trouve à un endroit stratégique dans le lobe frontal, si ça saigne à cet endroit-là, ça inonde justement ces structures frontales, orbitofrontales dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, M. Roube, c'est un ancien footballeur professionnel. Il avait une formation de mécanicien de précision, qui à l'époque de son AVC, il était homme à tout faire à la commune du Val-de-Travers. Il aime bien qu'on le décrive comme ça, parce qu'effectivement, il était là pour tous les problèmes techniques, etc., sur la commune. Donc c'est quelqu'un vraiment très actif. Il a été frappé de plein fouet à l'âge de 68 ans. Et puis, du coup, il a été en rééducation à Landayeux, à l'hôpital du Val-de-Rure, ici. Et il n'avait aucun problème, comme Phineas Gage tout à l'heure, aucun problème moteur, aucun problème à se déplacer. Si vous l'aviez vu, vous n'auriez pas remarqué qu'il y avait un handicap. Mais par contre, il avait d'importantes difficultés au niveau du comportement. Il avait tendance c'est un bricoleur de base, et du coup, il avait tendance à tout vouloir bricoler, mais de manière inadéquate.
C'est-à-dire que dans l'hôpital, il démontait les serrures, il allait démonter son bracelet-montre, il avait aussi des problèmes de mémoire, il pensait être dans un autre lieu, etc. Donc on a fait toute une prise en charge déjà pour lui faire prendre conscience des changements de comportement, parce que la personne elle-même, elle ne se rend pas compte qu'il y a des changements. Et puis après d'essayer de régler, de voir un petit peu qu'est-ce qu'on pouvait faire pour limiter ces problèmes. Il y avait aussi ce qu'on appelle les comportements d'utilisation, la dépendance à l'environnement. Ça se produit souvent chez ces patients avec lésions frontales, c'est-à-dire que tout ce qui est autour d'eux va les attirer de manière irrésistible. Et du coup, ils vont, par exemple, le micro, ils vont le toucher, le prendre, ils vont tout manipuler. Et en fait, ils ne vont plus rien faire attention à rien d'autre autour d'eux. Donc c'est très difficile d'interagir avec eux parce que le moindre stimuli externe va les attirer comme un aimant. Et ils peuvent passer dans les premiers temps une demi-heure juste à triturer le micro qui est devant eux, par exemple. Donc maintenant, je veux m'arrêter de parler, puis je vais inviter M. Roub et sa compagne à venir témoigner pour qu'ils vous expliquent un petit peu de l'intérieur comment ils ont vécu les choses. Je les remercie de venir, parce que c'est pas évident de venir parler devant une foule comme ça. Bonsoir. Je pense que tout a été à peu près dit, mais je pourrais juste vous faire un peu la chronologie des faits de ce qui m'est arrivé. C'est un dimanche matin, j'allais comme d'habitude chercher le journal et le pain dans une boulangerie à 300 mètres de chez moi. Et tout d'un coup, j'ai vu la route qui commençait à se plier en deux. Et je me suis assis, il y avait un mur, je me suis assis sur le mur, à 50 mètres de chez moi. On m'a retrouvé une heure après avec le pain et le journal sous le bras derrière le mur. Et c'est là que ça s'est gâté. J'avais fait un AVC vraiment terrible. Et ils m'ont opéré dans la soirée à Berne. Et après, j'ai pas de souvenir depuis ce moment-là, pendant 1 mois et demi à peu près. Mais même pas une image. Sauf que quand j'étais en rééducation à Landayeux, j'ai quelques souvenirs de la physiothérapie, des infirmières qui me prenaient pour un enfant d'une année à peu près. Et ça m'énervait d'ailleurs. Et puis, je me rendais compte qu'il se passait quelque chose. On me parlait de préfargier, de trucs comme ça. Et j'ai redoublé un peu de courage, un peu d'abnégation. Et je me suis appliqué vraiment à faire cette physio 4 ou 5 fois par jour. J'ai eu la chance de tomber sur une thérapeute d'exception, Madame Frochot, et ma femme qui m'a stimulé tout le temps. Et bon, après quelques mois, je commençais de voir la fin du tunnel. Mais j'ai mis quand même une bonne année à me remettre un peu des excès. J'étais devenu un peu plus direct, ce qui ne me dérangeait pas personnellement, mais qui dérangeait beaucoup les autres. Et à force de persévérance, de travail, il faut travailler. On a tendance, j'avais quelques patients qui étaient avec moi en même temps, qui faisaient pas, ça n'intéressait pas. Et ça, c'est dommage parce qu'ils sont presque tous restés crochés là. Et je crois qu'il faut absolument trouver une solution ou être motivé par quelqu'un de l'extérieur si on n'a pas l'envie ou l'âge qui avance et qu'on se dit ça vaut plus la peine ou quelque chose comme ça. Mais je pense que là, il faut insister là-dessus. L'entourage fait beaucoup. Et à l'époque, à Landayeux, c'était le début de ces neuropsychologie, neurosciences, on commençait à apprendre un peu. Ils sont beaucoup améliorés depuis. Et ça, c'est vrai. Et c'était quand même... le but, c'était de retaper les gens plutôt physiquement que mentalement au départ. Mais
Ça s'est très bien passé pour moi. J'ai eu de la chance, il paraît qu'il en faut. Et puis, à part ça, tout va bien. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'est vrai, lors de la survenue de l'AVC de mon époux, on était prêts à partir en vacances, les valises étaient prêtes, il allait chercher le pain pour le voyage. Et c'est un drôle de voyage qui a commencé pour nous deux, une aventure qui a complètement changé nos vies. Quand il s'est réveillé à l'hôpital à Berne, il ne savait pas du tout qui j'étais. Donc quand je lui ai expliqué que j'étais sa femme et qu'il y avait 40 ans qu'on était mariés, il était quelque peu surpris. Et il se croyait en 1945, alors qu'il est né en 1951. Il n'arrivait absolument pas à se situer. Il avait perdu toute aptitude spatio-temporelle, ça veut dire que même dans sa chambre, il n'était pas capable de trouver les WC. Et il confabulait, il racontait des histoires absolument invraisemblables, il mélangeait les visages, il déplaçait continuellement les objets. Il avait perdu des aptitudes simples comme téléphoner, se laver seul, et il avait une mémoire déficiente, notamment la mémoire à court terme. Il avait des aptitudes différentes et surtout il avait perdu les codes sociaux, ce qui n'était pas du tout évident. Il n'arrivait pas à se concentrer, planifier, structurer ses activités. Et il ne réalisait pas du tout ce qu'il vivait, il pensait que tout était normal pour lui, il ne comprenait pas si je lui faisais une remarque, notamment au niveau des codes sociaux. Finalement, par exemple, on était allé écouter un concert quand il était rentré de l'hôpital, et au milieu du concert, il a dit tout fort, mais t'as pas bientôt fini la Castafiore. Donc c'est vrai que c'est pas évident du tout, et j'étais toujours surprise que la foule en fait ne réagisse pas. Donc si je lui disais un stop, il n'aimait pas du tout, et je le sentais quand il allait dire quelque chose, je mettais simplement ma main sur son épaule, et il comprenait qu'il se passait quelque chose, qu'il fallait qu'il s'arrête. Donc pendant ces thérapies, c'était très touchant pour moi, parce que je sentais combien il percevait qu'il y avait un enjeu important pour sa récupération. À son retour à la maison, ça n'a pas été du tout facile, parce que je ne savais pas s'il allait déplacer continuellement les objets, il ne se situait pas encore tellement bien, il avait une mémoire à court terme plutôt déficiente. Un exemple, si il venait de finir de manger, j'avais à peine débarrassé la vaisselle, que je le voyais dans le frigo en train de manger, je lui demandais ce qu'il faisait, il me disait « mais je dîne, tu ne m'as pas fait à dîner ». Je lui disais « tu viens de dîner ». Il me disait c'était vraiment peu puisque j'ai encore faim. Donc c'était des exemples comme ça continuels. Sortir avec lui n'était pas évident. Dans les magasins, il était impatient. Il pouvait lancer la marchandise par-dessus les tapis, mettre sa casquette sur les caméras, mais il ne voyait pas du tout pourquoi ça pouvait déranger qui que ce soit. Donc après, les choses se sont gentiment améliorées, mais il continue à avoir ces difficultés de se concentrer. Mais l'entourage, en le rencontrant, pensait que tout était normal. Il pense toujours que tout est normal. Et si j'essaye de dire quelque chose en disant oui, mais c'est pas si évident, on me répond toujours mais c'est normal, l'âge qui avance, la mémoire déficiente, les blancs de mémoire, être ralenti. Donc je prends le parti de ne rien dire, même pas à mes enfants souvent. Donc il y a, comment dire, vraiment un vivre avec. L'entourage social pense que tout est bien, mais il y a vraiment ce vivre avec. Il y avait une personnalité, un cataclysme qui est arrivé, et une personnalité qui est autre. C'est lui sans être lui. C'est une personnalité qui a, disons, des traits de caractère qui sont continuellement augmentés. Et ce qui m'est peut-être le plus difficile, une distanciation compassionnelle. Ou aussi un détachement, comment dire, un peu physique et corporel. Ça veut dire que s'il se fait mal, ça n'a pas d'importance. S'il fait froid, qu'il n'a pas mis une jaquette pour sortir, peu importe. Si le ciel est bleu, c'est qu'il fait beau, c'est qu'il fait chaud, donc il peut sortir sans veste. C'est tous des petits éléments comme ça que les gens ne réalisent pas du tout en discutant avec lui. Il est très agréable, il a beaucoup d'humour, il est d'excellente compagnie. Mais il y a quand même ces changements qui sont existants au quotidien. Et moi, je suis tellement reconnaissante de la prise en charge parce que
Mon mari ne peut pas aller quelque part qui lui disconvient parce qu'il a tout de suite des petits codes sociaux, des comportements qui ne jouent pas. Et dans ces thérapies, Madame Frochot notamment, elle a tellement senti qui il était et elle est allée le chercher là où il était pour le ramener où il en est maintenant. Et voilà, la famille a été vraiment continuellement avec lui. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper de lui. J'ai pu reprendre 2 ans plus tard. Et voilà, je remercie vraiment toute cette équipe thérapeutique qui a eu une bonne connaissance et surtout qui a pu aussi me guider dans cet événement de vie qui est particulier. Merci de votre attention. Voilà, merci infiniment pour ce témoignage. C'est important d'avoir le vécu, hein, puisque nous, en tant que professionnels, on le voit assez fréquemment, mais on ne l'a jamais vécu nous-mêmes. Merci infiniment, c'était vraiment super. Je laisse la parole à Vincent Verdon pour conclure cette soirée. Je profite de réitérer les remerciements à mes collègues pour l'intervention, mais à M. Roux et à sa femme pour l'intervention, parce que je ne sais pas si à leur place, j'aurais le courage aussi de venir témoigner devant des gens que je ne connais pas, et je trouve que c'est vraiment extrêmement fort, et même si ça fait passer 20 ans que je fais de la neuropsychologie, c'est toujours assez touchant quand on a ce genre de retour. Malheureusement, on aimerait qu'il soit 100% de nos patients, c'est pas toujours possible, mais quand c'est le cas, voilà, ça fait plaisir, on sait qu'on n'a pas choisi cette profession pour rien. La conclusion sera extrêmement rapide pour laisser de la place aux questions. J'espère qu'on a pu vous montrer en quoi consiste la neuropsychologie et la logopédie, et j'insiste, logopédie aussi, c'est vraiment un tiers de notre équipe, des logopédistes. Ces liens entre cerveau et comportement au sens très large, hein, comportement cognitif, comportement au sens strict, cet équilibre entre une lésion et un dysfonctionnement cérébral et d'essayer de renseigner aussi bien le monde psychique que le monde somatique ou neurologique. Le fait de travailler, on va dire, en parallèle entre faire des hypothèses par rapport à des plaintes que présente un patient, ou alors faire des hypothèses par rapport à une lésion cérébrale qu'on verrait à l'imagerie. Et puis, comme je l'évoquais aussi dans l'introduction, et comme on a pu le voir avec les exemples concrets, l'intervention qui est possible, pas toujours parfaite, mais elle est possible chez quasiment tous les patients adultes. Quand je disais adultes, c'est à partir de 16 ans, parce que c'est aussi des outils qu'on a à disposition. On espère avoir pu vous illustrer au mieux notre discipline, l'activité qu'on fait. Bien sûr, on en fait encore plein d'autres. On n'est pas seulement sur le site de Bourtalès, pas seulement sur le site de Landelieu, on est aussi sur le site du LEUC, aussi sur le site de la Chaux-de-Fonds. Et ici, on vous a mis quelques ressources si vous voulez avoir un peu plus d'informations. Et ça, c'est un trombinoscope tout frais qui est en cours de publication. Avec l'équipe actuelle, puisque les dernières images qu'on avait, on n'avait pas tout le monde. Il manque même déjà une personne qu'on vient d'engager par rapport à la clinique mémoire que j'évoquais avant. Donc voilà, comme je vous disais au début, tout seul on ne fait rien dans une équipe comme ça. On a besoin de la neuropsychologie, de la logopédie, de collaborateurs, collaboratrices. Voilà, je trouve aussi important de valoriser l'ensemble de l'équipe. Je vous remercie pour votre attention et puis on est à disposition pour les questions. Concernant le discernement par rapport à ces troubles de mémoire, on n'en a pas parlé tellement ce soir sur l'évolution d'un discernement chez une personne. Je ne sais pas comment ça se situe, si le discernement d'une personne évolue, part, revient, ou je pense qu'avec certains thérapeutes il peut revenir, ou bien des fois c'est fini, enfin je ne sais pas. On n'en a pas beaucoup entendu parler du discernement des personnes. Effectivement, on n'en a pas parlé, il y a plein de choses qu'on n'a pas du tout abordées. Le discernement, c'est un domaine particulier, ça fait partie de ce que nous on appelle les évaluations ciblées ou spécifiques, voire des fois les questions qui fâchent, par exemple aussi l'aptitude à la conduite automobile. On va parler d'un autre exemple de questions ciblées qu'on peut nous poser. Le discernement, c'est presque indépendant d'une lésion et de l'évolution de la lésion. Le discernement, c'est quelque chose qu'on va devoir évaluer pour une question spécifique, à un moment donné, et ça ne veut pas dire qu'une semaine avant, une semaine après, la capacité ou l'incapacité de discernement serait toujours là. Donc en général, c'est plutôt quelque chose qu'on évalue à distance d'un trouble, d'une phase aiguë. Et oui, bien sûr, si au départ quelqu'un a plus une perception correcte de la réalité, n'a plus la capacité de manifester sa volonté, de manifester ses choix, ou de raisonner sur des options possibles, qui sont les composants du discernement, bah forcément, il aura pas son discernement. Mais
On espère que l'évolution va permettre de récupérer ces composants et qu'à la fin de la prise en charge, la personne a suffisamment récupéré, et bien elle a ces composants du discernement qui sont préservés. C'est pour ça que quelqu'un qui est en phase aiguë ici, qui vient d'avoir une attaque cérébrale par exemple, et on va lui demander un discernement, ça n'a pas vraiment de sens. On sait que c'est une question qu'il faudra se poser si elle se pose encore au bout de la prise en charge par rapport à de la gestion financière, par rapport même à un retour à domicile, suivant les situations. Je ne sais pas si j'ai répondu à... C'est tellement complexe. C'est complexe, mais... Je ne sais pas savoir, c'est vraiment une personne. En tout cas, c'est pas possible au quelqu'un qui vient d'avoir une atteinte cérébrale, quelle qu'elle soit, de dire dans 6 mois, c'est bon, il ou elle aura récupéré ce qu'il faut pour avoir son discernement. Et puis après, il y a des patients qui font une attaque cérébrale et à moins de 24 heures de leur attaque cérébrale, ils ont toujours leur discernement parce que l'attaque cérébrale n'a pas... Alors c'est clair qu'avec, si c'est ça l'origine des problèmes, c'est clair que ça va être plus difficile de revenir en arrière et donc souvent c'est une incapacité de discernement qui va être... C'est comme dans des atteintes dégénératives type maladie d'Alzheimer, c'est clair que si on évalue le discernement, qu'il n'est pas bon, on ne va pas se dire on va le réévaluer dans 2 mois, il sera peut-être meilleur. Donc ça dépend aussi justement en fait, de l'origine de l'atteinte. Si l'atteinte elle est évolutive, dégénérative, revenir en arrière sera compliqué. Là c'est vrai qu'on a présenté des situations de troubles acquis où la prise en charge a un meilleur impact parce qu'on peut récupérer tout ou partie des fonctions.